Bonjour à tous et bienvenue sur NC News. En Nouvelle-Calédonie, la politique tient une place importante. On dit d'ailleurs ici que tout est politique. La politique donc, mais aussi le droit. Cela tient au statut particulier de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi parce que bien souvent, pour paraphraser Michel Rocard, on a tordu le bras du droit pour le faire coller aux réalités politiques de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, un peu plus de 2 semaines après le référendum, on parle politique dans le débat, bien évidemment, mais nous allons parler du droit. Et avec nous pour cette émission, nous recevons 3 maîtres de conférences en droit public de l'université, Caroline Gravela, Léa Havard et Charles Froger. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. On va entamer le débat avec l'initiative prise la semaine dernière du dépôt d'un recours en annulation des résultats du référendum déposé devant le Conseil d'État. Ce recours demande l'annulation des résultats du référendum dans 9 bureaux de vote de Nouméa et du Grand Nouméa, des bureaux de vote situés notamment dans les quartiers nord de la ville, au prétexte que les manifestations que l'on a pu voir et ou les intimidations aux abords de ces bureaux de vote ont poussé nombre d'électeurs à renoncer finalement à aller voter. Alors tout d'abord, est-ce que selon vous, ces arguments, ces prétextes, sont de mise à justifier ce recours ? Charles Froger. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans le recours directement, il faut souligner le déroulement des opérations électorales et la spécificité des opérations électorales du référendum, qui est la mise en place de la commission de contrôle. Cette commission de contrôle qui avait vocation, grâce aux délégués qui étaient envoyés, à surveiller la régularité des opérations et le respect des règles qui encadrent le scrutin. Et cette commission de contrôle a donc proclamé les résultats, c'est la loi organique qui lui donne cette compétence, et avait l'obligation également de relater les différents éléments qui ont pu se produire durant le scrutin. Et la commission de contrôle a relevé effectivement les événements que vous mentionnez, ainsi qu'un certain nombre d'autres irrégularités d'ailleurs qu'elle note, tout en considérant que l'ensemble de ces irrégularités n'avaient pas eu de conséquences sur le résultat. Donc l'état du droit c'est celui-là. Il est effectivement possible d'engager un recours contre les élections. Alors ce recours, il est prévu par la loi organique elle-même, puisque c'est l'article 220 de mémoire, qui prévoit que tout électeur qui peut participer au scrutin peut engager un recours. Et ce recours peut également être intenté, fait par le haut-commissaire de la République. Donc ici, c'est bien a priori de ce que j'ai compris, 4 électeurs qui sont effectivement des électeurs qui sont des représentants loyalistes, mais 4 électeurs qui exercent ce recours et qui l'exercent directement devant le Conseil d'État, puisque en fait la loi organique a donné une compétence directe au Conseil d'État et non pas au juge administratif qui est sur le territoire, qui est le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est une spécificité parce que c'était aussi, on l'a vu aux dernières municipales, il y avait un certain nombre de recours déposés dans plusieurs communes et ces recours ont été déposés devant le tribunal administratif. Alors, effectivement, c'est une spécificité. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le contentieux électoral, c'est un contentieux assez complexe dans la répartition de compétences, qui peut juger quoi. Et effectivement, le juge administratif connaît d'un certain nombre de contentieux, notamment les élections municipales, et ça c'est le juge, le premier juge, un juge de droit commun qui en connaît, mais le Conseil d'État connaît d'autres élections en Calédonie directement, notamment le contentieux qui va concerner les élections des assemblées locales, provinciales, ou les contentieux qui concerneraient aussi le gouvernement. Donc c'est pas spécifiquement une nouveauté, et le Conseil d'État connaît aussi d'autres contentieux sur des référendums qui peuvent être posés dans d'autres territoires ultramarins. Donc ici il y a une spécificité qui est marquée dans la loi organique, mais qui n'est pas si extraordinaire que ça. L'idée c'est qu'on veut aller vite, et qu'il n'y ait pas de recours en appel qui puisse être fait directement après devant le Conseil d'État. C'est que le Conseil d'État va statuer le premier et le dernier. Parce que cette procédure devant le Conseil d'État va plus vite ? Eh bien, c'est-à-dire qu'elle va... Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Le recours, il a été déposé, mais on se dit, ça va prendre des mois et des mois. Elle va plus vite dans ce sens où on n'a pas saisi un premier juge, qui est le tribunal administratif de Nouméa, qui ensuite aurait pu être contesté, la décision aurait pu éventuellement être contestée devant le Conseil d'État. Donc ici, on n'a pas cette première étape, on va directement au bout, si je puis dire. Donc de ce point de vue-là, on gagne du temps tout de même. Après, sur la question du délai de jugement, c'est ça dont vous parlez, je pense. Ici, dans le code électoral, il y a des délais qui sont parfois imposés au juge pour statuer selon les différentes élections. C'est des délais qui peuvent être variables, qui vont de, on va dire, 2 à 3 mois. Ce qu'il faut noter ici, c'est que c'est la loi organique qui ouvre ce recours et qu'elle n'a rien prévu en termes de délai.
Donc elle n'a rien prévu en termes de délai, n'impose pas de délai au Conseil d'État pour statuer dans un recours, dans un délai défini, ce qui veut dire que le juge va faire ce qu'il fait de manière ordinaire, il va instruire l'affaire et statuer comme il le souhaite, et je pense tout de même que le Conseil d'État va essayer de statuer dans un délai très raisonnable pour purger les éventuelles irrégularités, en tout cas pour faire le point sur la situation et qu'il y ait une sécurité juridique rapidement. Donc on dit que c'est le Conseil d'État, mais c'est qui au Conseil d'État qui va examiner le recours et juger? Alors c'est la formation qui statue en matière juridictionnelle, puisque le Conseil d'État, si c'est ça que vous voulez entendre, effectivement, a deux facettes, hein. Il conseille le gouvernement et puis il est la juridiction la plus haute de notre ordre administratif, hein. Et c'est évidemment ce qu'on appelle la section du contentieux qui va trancher la question juridique. Donc ce sont des magistrats, il faut bien comprendre, ça c'est très important de le dire, que ces magistrats statuent en tant que magistrats, en tant que membres du Conseil d'État, mais en magistrats au sens où ils sont indépendants et impartials. Donc ici, c'est bien un juge qui va trancher ce contentieux électoral, même si c'est un contentieux évidemment qui a un fond politique au sens premier du terme, parce que c'est les élections, mais c'est bien un juge qui va trancher ce contentieux. Et il n'y a pas de possibilité d'appel? Non, il n'y a pas de possibilité d'appel ici, puisque c'est ce qu'on appelle un premier et dernier ressort devant le Conseil d'État. Alors imaginons que le Conseil d'État trouve qu'effectivement le recours est justifié, et donc annule les élections dans ces 9 bureaux de vote. Il se passe quoi? Alors, on revote dans ces 9 bureaux de vote? C'est en réalité un peu plus complexe que ça. Oui, c'est pour ça que... Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'ici le recours est fait pour constater un certain nombre d'irrégularités et donc entraîner éventuellement une réformation des élections. Il va y avoir deux temps, c'est-à-dire que le premier temps, le juge va être saisi du recours et d'abord considérer, en fonction des événements, s'il y a irrégularité ou s'il n'y a pas irrégularité. Hein, et on a un certain nombre d'exemples, alors qui ne concernent pas le Conseil d'État, qui concernent le Conseil constitutionnel, mais c'est la même chose, parce que le Conseil constitutionnel est compétent pour les référendums nationaux ou par exemple pour les élections présidentielles ou législatives. On a un certain nombre d'exemples de troubles qui ont pu avoir lieu. Alors il y a effectivement un exemple dont on a parlé avec Caroline hier, qui a concerné la Nouvelle-Calédonie lors des élections en 1988, lors des élections présidentielles, hein, où il y avait un certain nombre de troubles qui avaient eu lieu et qui avaient... Oui, je le dis de manière effectivement policée, mais des troubles importants. Hein. Le Conseil constitutionnel relève qu'il y a eu l'impossibilité d'accéder à certains bureaux de vote, d'ouverture de certains bureaux de vote, et le Conseil avait considéré qu'il y avait bien là des irrégularités, mais qu'elles n'avaient pas eu d'influence sur le scrutin, puisque c'était ici un scrutin national, on était dans le cadre des élections présidentielles. Donc la première chose qu'il faudra apprécier, c'est est-ce que les comportements qui sont relatés ici, la manifestation des drapeaux devant les bureaux de vote, de coups de klaxon, etc., constituent des irrégularités. Ce que semble avoir dit à demi-mot la commission de contrôle, mais le juge n'est évidemment pas tenu par ce que dit la commission de contrôle. Donc la première chose, c'est d'apprécier si oui ou non il y a irrégularité. Et la deuxième chose, c'est d'ensuite apprécier si ces irrégularités ont une conséquence sur le scrutin. Et alors là, c'est une opération assez délicate, parce que ce que va regarder le juge, c'est quelle est la nature de cette irrégularité, est-ce qu'elle est grave ou non, et surtout, est-ce qu'elle peut avoir une influence? Alors comment on fait pour savoir s'il y a une influence? Ce qu'on regarde notamment, c'est l'écart de voix entre, ici, le oui et le non pour ce qui nous intéresse, et l'idée, c'est que l'irrégularité va entraîner une annulation totale ou partielle des élections quand l'écart de voix est vraiment très très faible. Alors là, on est sur un écart de voix de 6,5 points. Donc c'est quand même un écart de voix relativement important. Quand je dis très faible, dans les exemples qu'on trouve, c'est 0,5%, 1%. Quelques voix. C'est vraiment quelques voix. Là, il y a 10 000 voix d'écart. Et en pourcentage, 6,5 points. 6%, 6,5%. C'est-à-dire que ce que vous nous expliquez, c'est que le juge va prendre la globalité des résultats et non pas ceux des 9 bureaux de vote pour lesquels on demande l'annulation de... Pour savoir quelles sont les conséquences de ces irrégularités sur la totalité du scrutin. Pour savoir si, comme vous le dites, on annule ou pas. Alors, on peut préjuger de rien. J'ai quand même, au regard de ce que je vous disais, quelques doutes sur le fait que c'est vicier la totalité du scrutin, au regard de la jurisprudence. Et puis, il y a peut-être une question intéressante à se poser, alors qui se posera peut-être pas, hein, mais c'est si le juge annule la totalité du scrutin, que fait-on? Puisque quand on lit le code électoral concernant les autres types d'élections, il est prévu dans des délais la réorganisation des élections municipales, des élections régionales, etc. Sauf que la loi organique, elle est très très laconique sur le sujet. Elle ne dit pas grand-chose. Elle dit juste qu'on peut faire un recours dans un délai de 10 jours après la proclamation des résultats. Bon.
Et elle ne nous dit pas si annulation il y a, quand, comment, sous quel délai, etc. Donc là, ce serait le pouvoir politique, le gouvernement, avec les partis locaux qui organiseraient la manière dont on le fait, mais il n'y a rien, en tout cas, juridiquement. Donc d'une certaine manière, on part un peu dans l'inconnu, là. Oui, alors on part dans l'inconnu, oui, effectivement, on part dans l'inconnu parce qu'il n'y a rien de prévu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que le juge est saisi, le juge électoral, là, ici, il a un grand pouvoir. C'est lui qui va vraiment apprécier les irrégularités, les conséquences de ces irrégularités, même si, par exemple, les partis qui ont saisi le juge ne demandaient pas l'annulation totale. Si lui considérait qu'il y avait annulation totale, il pourrait la prononcer. C'est-à-dire qu'il a vraiment le pouvoir total pour apprécier la sincérité du scrutin. Il faut bien comprendre que le but de ce contentieux, c'est d'apprécier la sincérité du vote. C'est de vérifier le caractère régulier des opérations pour voir si la population consultée a fait son choix librement dans sa globalité. C'est ça l'idée. Avec un autre point, c'est que comme vous le rappeliez tout à l'heure, la commission de contrôle qui était présidée par Francis Lamy a constaté les irrégularités, mais bien spécifié que ça n'avait pas eu d'impact sur le résultat total. Et que les observateurs de l'ONU, d'après ce que l'on sait, même s'ils ont vu, n'ont pas mentionné spécifiquement des problèmes d'irrégularité. Ils ont rendu un rapport déjà ? Non, je pense qu'ils l'ont pas encore fait. Pour l'instant, ils l'ont communiqué publiquement, mais ils n'ont voilà. pas rendu de rapport sur la question. Ça figurera certainement dans le rapport, mais s'ils n'en ont pas fait part de façon flagrante, c'est qu'ils considèrent certainement également qu'il n'y a pas eu d'impact sur le résultat global du référendum. Et ça peut jouer dans l'appréciation du juge, oui. vous voulez dire, mais le Conseil d'État, quand il va statuer, il va se tenir à un certain nombre d'éléments factuels. Le procès verbal qui a été fait par la commission de contrôle, dont je voudrais d'ailleurs rappeler qu'elle souligne d'autres irrégularités. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais des cartes d'identité, des photocopies de cartes d'identité pour vérifier l'identité de la personne, ou par exemple un drapeau qui a été français qui a été peint sur un bureau de vote à Wegwa, qui a été ensuite rectifié dans la matinée. Donc il y a un certain nombre d'irrégularités qui sont relevées et dont on considère qu'elles n'ont pas d'influence sur la totalité du scrutin. Donc il va s'appuyer là-dessus, le Conseil d'État, et puis il va s'appuyer aussi sur les PV qui ont été faits dans chaque bureau de vote, les bureaux de vote concernés, par le président et les assesseurs, avec le délégué qui était présent dans le bureau de vote, dont on pourra éventuellement parler, mais qui était présent et qui vérifie la régularité des opérations. Donc c'est ces PV qui vont faire foi, plus qu'a dit la commission de contrôle, et éventuellement les preuves qui vont être avancées par les partis, pour considérer que telle ou telle manifestation ont été des pressions. C'est ça qu'on va déterminer. Est-ce qu'il y a eu des pressions sur le corps électoral ? Les preuves, ce sont les témoignages, ce sont les vidéos, ce sont les différents éléments apportés par les requérants. Et ça, c'est pris en compte. Même, les vidéos, en général, il y a tout un débat sur est-ce que la vidéo ou une vidéo est une preuve, Ça dépend de la matière, en fait, concernée, mais là, effectivement, la preuve va pouvoir être libre et elle va pouvoir être faite par les différents moyens qu'apportent les requérants. Qu'est-ce que vous souhaitiez dire sur les délégués ? Non, mais c'était le fonctionnement c'est intéressant d'avoir mis, mais peut-être que Léa peut préciser quelques éléments, mais sur le rôle du délégué, en fait, dans la régularité du scrutin. Oui, je pense que c'est quand même important quand même de préciser que le rôle de cette commission de contrôle est quand même assez inédit, puisque la commission de contrôle, elle est composée notamment présidée par un magistrat, et cette commission de contrôle, qui est composée de quelques personnes, a décidé de déléguer son pouvoir, entre guillemets, à un certain nombre de délégués de la commission qui ont été répartis dans chaque bureau de vote de la Nouvelle-Calédonie. Donc on est quand même face à un dispositif qui est considérable pour pouvoir assurer justement la sincérité du scrutin. Et donc le délégué, dont j'ai moi-même fait partie il y a 2 ans, toute la journée est présent sur le bureau de vote, va vérifier que le code électoral est respecté, donc c'est-à-dire par exemple est-ce que l'urne est bien transparente, est-ce que les bulletins sont à disposition, est-ce qu'il y a un isoloir, etc. Et donc on a un certain nombre d'éléments à vérifier tout au long de la journée. On peut être en communication directe avec les membres de la commission de contrôle, et à la fin de la journée, on doit donc établir un rapport sur tous les éléments qui pourraient être à souligner, et donc cette commission de contrôle va ensuite récupérer les 250 rapports des 250 délégués qui étaient dans chacun des bureaux de vote de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quand même un dispositif qui est considérable pour assurer encore une fois la sincérité de ce scrutin. Dans ces cas-là, est-ce que Francis Lamy n'a pas été trop vite dans son appréciation sur l'impact du scrutin ?
est-ce qu'il n'a pas été, ayant constaté les irrégularités, il nous a expliqué que ça n'avait pas eu d'impact sur les résultats du référendum, est-ce qu'il n'a pas été trop vite dans cette appréciation? Trop vite, j'imagine, enfin, je pense que non, dans le sens où lui-même d'ailleurs s'est rendu dans certains des bureaux de vote où il y a pu avoir un peu de troubles. Encore une fois, il était en communication directe avec chacun des délégués qui étaient dans les bureaux en question. En tout cas, c'est son appréciation à lui sur le moment. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a été On peut trop peut-être vite. rajouter un élément, c'est qu'il est contraint par un délai, puisque la commission de Oui. contrôle est l'organe qui proclame les résultats. Si je fais une analogie, je parlais tout à l'heure des élections du référendum national, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats et lui, il regarde avant les irrégularités dont il est saisi. Et il proclame les résultats. Et la commission de contrôle devrait proclamer les résultats dans un délai contraint qui est le 8 octobre, si je ne dis pas Oui, je crois que c'est ça. de bêtises sur la date. Donc François Lamy devait proclamer les résultats avant le 8 octobre et il a l'obligation dans les résultats d'adjoindre les éléments qui ont été relevés par l'ensemble des délégués. Donc il fallait de toute façon qu'il statue dans les 4 jours qui lui étaient laissés par le texte pour proclamer les résultats. Donc outre l'aspect, l'analyse factuelle, il fallait de toute façon aller vite pour qu'on puisse avoir des résultats qui soient officiellement proclamés. Donc maintenant, tout est entre les mains du Conseil d'État et du juge. Et il va rendre sa décision. Ça va prendre quelle forme? Ça va être un écrit? Ça va être une... Ça va être une décision de justice, tout ce qui est de plus ordinaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle un arrêt du Conseil d'État, et qui va effectivement trancher le litige au regard de ce qu'on vient d'évoquer comme élément, et qui donc s'appliquera. Ouais, et qui tombera, on ne sait pas quand, donc à n'importe quel moment à partir d'aujourd'hui, quoi. Alors le délai moyen de jugement devant le Conseil d'État, il est de 6 mois à peu près, ça c'est le délai moyen de jugement. Encore une fois, ici on peut penser que, eu égard à l'importance de la question soit traitée de manière assez rapide, entre 2 et 3 mois peut-être, pour s'aligner sur des délais qui peuvent être des délais dans d'autres élections Puis imposées par le certainement Code peut-être électoral. aussi avant l'expiration du délai de 6 mois pendant lequel Oui. Bien la sûr. troisième consultation ne peut pas être demandée. Oui, parce que si ça intervient après et qu'on demande un troisième référendum en Le annulant le deuxième, C'est ça. ça va franchement poser des Bien soucis. sûr. Donc, il y aura une célérité évidente qui est liée au facteur politique de la question, je pense. Merci beaucoup.